Nigel Mansell, auteur du meilleur temps des essais, se rate un peu et c'est Schumacher qui prend la tête dès les premiers mètres devant Hill, Mansell et Häkkinen, lancé pour un peu plus de 300 km pour désigner le champion du monde. Avec tout de suite une erreur de Mansell qui sort un peu large et qui revient en piste en 5e position. Après 10 tours, voici donc le classement. En tête Schumacher, devant Hill, un peu plus loin Häkkinen, Barrichello, Mansell et Alesi. Ils ont mis la main, ils ont progressé dans leur réglage et ça s'est déclenché tout ça hier matin. Malheureusement, ça ne comptait pas. Hier après-midi, il pleuvait et donc les Ferrari sont partis loin, mais on peut gager que si elles étaient parties plus proches du sommet de la grille de départ, elles n'en seraient pas là. C'est dommage. Et des Ferrari qui ont apparemment progressé entre vendredi, samedi et aujourd'hui par un meilleur réglage du train arrière. Elles arrivent mieux à utiliser la puissance très très élevée de leur moteur. Elles patinent beaucoup moins en accélération et Jean Alesi, en tout cas, puisque Berger est assez loin, Jean Alesi réussit à mieux utiliser cette puissance et à coller à un train de pilote. C'est Irvine qui fait un tête à queue au bout de la ligne droite. Il a peut-être calé son moteur, à moins qu'il ait cassé le moteur au freinage. Oui, c'est ça, et que de l'huile peut-être était sur les roues arrière. En tout cas, je crois que c'en est fini de cette Jordan. Bah oui, elle est tout de suite tractée. Irvine, il se battait à l'arrière-plan, alors que là on revient sur le groupe de chasse, Häkkinen, Mansell, et puis on va suivre Barrichello légèrement distancé, et puis la Ferrari, on regarde, ah bah oui, mais sur la bordure, et puis Brundle, eh ben, il n'était pas tout à fait tranquille, et voilà, lui aussi il a bloqué ses roues, et on revient chez Jean Alesi au stand. Attention Pierre Van Vliet, à vous. Oui, parce qu'on se prépare chez Benetton pour un premier arrêt. Je peux vous dire qu'on va certainement multiplier les arrêts. On parle de 3 voire même de 4 arrêts dans ce Grand Prix d'Australie. Chez Arrows en tout cas, Fittipaldi a prévu dans ce cas. Il y a Jean Alesi qui repart déjà au limiteur. Jean Alesi, le premier parmi les hommes de tête, en tout cas dans le quatuor de chasse, à s'être arrêté. Oh là, oui, et avec des pneus chauds, mais encore un peu frais quand même, puisqu'il vient de rattraper un magnifique survirage, notre Jeannot, alors que là, on est à nouveau à bord de la Benetton Ford de 10 leaders, c'est celle de Michael Schumacher. Attention, Pierre Van Vliet, à vous, il est prêt? Oui, absolument. Et Desmond aussi. Alors, ça va être chaud. Les 2 leaders en même temps. Attention, 80 km/h dans les stands. Et c'est aux mécaniciens de jouer maintenant. Chaque mécanicien dans les 2 équipes, on sait que Benetton a fait mieux cette année que Williams en général. Schumacher repart déjà. Alors que chez Williams, et oui, il repart immédiatement derrière. 7-4, c'est beaucoup et pas loin de 8 pour Damon Hill. Mon Dieu, que d'émotion. Ouf, des ravitaillements comme ça va très très vite. Alain Prost, les 2 hommes sont repartis, mais ils ont perdu un peu de place. Ils vont se retrouver dans le peloton, ça va être plus habile pour dépasser maintenant. Oui, je ne sais pas très bien, mais je crois que tout le monde va multiplier un peu les arrêts. Bon, c'est assez pathétique de voir ça, parce que quand on voit que c'est tellement difficile de grignoter un dixième par-ci par-là, c'est vrai que dans les arrêts au stand, tout peut se gagner et donc se perdre aussi, l'un comme pour l'autre. Apparemment la tactique en tout cas de course est la même, on ne peut pas dire mieux en ce moment puisqu'ils se sont arrêtés au même moment, donc vraisemblablement 2 ou 3 arrêts pour les deux, ce qui est bien pour l'intérêt de la course. Ils vont certainement être ensemble du début jusqu'à la fin et pour nous spectateurs c'est fabuleux. Et là, nous sommes avec les 2 premiers du Grand Prix d'Australie, Häkkinen et Mansell. Mansell qui va attaquer Häkkinen au freinage de l'épingle, Adélaïde, qui passe, qui est arrivé trop vite, qui vire là. Joli. Et Häkkinen le repasse à l'accélération. Très joli. Häkkinen premier devant Mansell. Oui, très très beau. Mansell un peu tardif au freinage. On va sans doute revoir cela grâce aux caméras de Channel 9. Un peu trop tardif, il tire trop loin. Et c'est Häkkinen qui retire les marrons du feu. C'était une très jolie passe d'armes avec Barrichello qui n'est pas loin et Mansell qui va devoir repartir à l'attaque. On voit ça au ralenti. Et oui, trop loin. Et avec une meilleure motricité, un beau contrôle, eh bien Häkkinen reprend sa place. Et de nouveau avec la caméra embarquée.
dans la Williams Renault de Nigel Mansell avec Hakkinen un peu plus loin. Alors que notre computer de chronométrage est sérieusement lent, sérieusement fatigué. Non, c'est parce qu'ils se sont arrêtés tellement vite, 7 secondes. Et oui, secondes, ils ont gardé leur place. Ils ont gardé leur place. Ils ont gardé leur place. Les deux leaders sont toujours Schumacher et Hill, et ils sont séparés l'un et l'autre de 0 secondes et 7 dixièmes. Schumacher toujours premier, Hill toujours deuxième. Hakkinen n'a fait que revenir à 14 secondes des leaders, alors qu'il était à 25 secondes. C'est écrit sur l'écran: 1 Schumacher, 2 Hill, 3 Hakkinen, 4 Mansell, 5 Barrichello, 6 Brundle, 7 Berger, 8 Frentzen. Attention, Damon Hill un peu plus près de Schumacher. Ça va être un chassé-croisé, je pense, pendant tout au long de ce Grand Prix. Vraiment, ça va être super formidable. Les superlatifs me manquent à voir, parce que vraiment ce Grand Prix d'Australie va tenir toutes ses promesses. 8 Frentzen, 9 Panis, 10 Alesi, 11 Katayama, 12 Alboreto. Le classement donc des 12 premiers, alors que là ça chauffe du côté de la Larousse à moteur Ford du japonais Noda, qui donc n'aura pas été bien loin dans ce Grand Prix d'Australie. Alors qu'une Ligier s'arrête maintenant, je peux vous dire que chez Williams, la tendance est la suivante. Eh bien, on s'oriente vers 3 arrêts pour Damon Hill. C'est un peu ce qui se passe également chez Benetton avec Schumacher. Alors que pour Nigel Mansell... Pardonnez-moi, Pierre, je vous interromps, parce que Damon Hill a porté une première attaque sur Michael Schumacher, et cela grâce au dépassement d'une Ligier. Il a essayé de le serrer un peu, ce qui est tout à fait de bonne guerre. Michael Schumacher a eu un instant d'hésitation. Damon Hill a porté sa Williams Renault à la hauteur de la Benetton Ford, et les deux hommes sont maintenant roue dans roue. Allez-y Pierre, continuez. Oui, eh bien donc Mansell lui ne ferait que 2 arrêts et pourrait donc se retrouver en position utile plus loin dans la course pour aider Damon Hill dans son duel avec Schumacher. En tout cas, ce qui apparaît là sur cet écran, Johnny Reed, c'est que quand même Damon Hill est extrêmement acharné, et on peut dire que c'était le caractère de son père que vous avez bien connu. Damon Hill livre une course très très impétueuse derrière Schumacher. Il avait hier dit, voilà, Hakkinen qui vient de bloquer sur la replay, 6-0 large et qui perd une place au profit de Mansell. Damon Hill avait dit hier qu'à l'issue des qualifications, qu'il ferait le maximum pour battre, pour se placer devant Schumacher. Quoi qu'il arrive, eh bien, il tient parole, Damon Hill. Il s'accroche, il se bat. Le fighting spirit n'est pas un vain mot en ce qui concerne ce garçon, tout comme cela ne l'était pas pour son père Graham Hill, qui en 1962 avait obtenu son premier titre de champion du monde au détriment de Jim Clark. Et la course s'était jouée dans la dernière, le titre s'était joué dans la dernière course tête à queue de Schiaparella. Le titre s'était joué dans la dernière course de la saison, et il avait tourné à l'avantage de Graham Hill, qui était deuxième derrière Clark, jusqu'à ce que Clark abandonne. Et là on voit Damon Hill deuxième derrière Schumacher, mais Schumacher n'est pas prêt d'abandonner, sinon on en juge au comportement de sa machine. Mais il y a égalité de force, on peut dire, entre les deux hommes, les deux machines. On va demander son avis à Alain Prost. Alain, où on vient de voir fugitivement des images d'hélicoptère, vous avez vu que Damon Hill se rapprochait bigrement au freinage de l'épingle. Oui, c'est ce qu'on était en train de voir avec Jules Fernet. On peut dire quand même que la Benetton a tendance à accélérer un peu mieux, c'est-à-dire non pas en puissance mais en agilité. Par contre, la Williams est mieux au freinage et surtout beaucoup plus vite en ligne droite. On l'a vu, dès qu'il y a un petit écart au bout de ligne droite, Damon Hill est là. Et ça, c'est quand même tout à son avantage, alors qu'il est sorti large, mais ça va, c'est sur la bordure, c'est un endroit quand même assez dangereux. C'est quand même un avantage de Damon Hill, parce que si il se retrouve en position d'attaquer Schumacher de par les dépassements notamment, et là il va y en avoir pas mal d'après ce qu'on a pu voir à l'image, ce serait quand même à l'avantage de Damon Hill. Il est bien, hein, c'est la première fois en tout cas de la saison que la Williams est aussi proche de la Benetton, et aussi bien en tenue de route, je dirais qu'en agilité, elle paraît pas mal, et c'est la première fois aussi, et psychologiquement, que Schumacher est vraiment sous pression pour une victoire, et quelle victoire éventuelle, puisque ça lui donnerait quand même le titre de champion du monde, donc beaucoup de pression.
Et sur le plan, bien justement, pression, psychologiquement, un peu plus facile pour Demon qui là, lui, n'a rien à perdre, il faut qu'il fasse le maximum. Et Schumacher contrôle la course, mais par moments, c'est pas toujours facile. Ce que l'on voit, Alain, également, ce sont de petits blocages de frein intempestifs pour les uns comme pour les autres. Tout à l'heure, Demon Hill, il va très loin, mais il se rattrape in extremis. Ça veut dire que les freins commencent un peu à souffrir, qu'il faut un peu les faire refroidir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les freins commencent à souffrir parce qu'ils sont absolument à 100%. Vous voyez le genre de situation, je vous disais, qui peut être à l'avantage de Demon Hill, mais là, il est un peu loin. Oui, les freins souffrent parce que, bien, ils sont... Oh là 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 là. Oui, joli, bon. Mais ça c'est chaud. Hein. Ils sont à 100%. De toute façon, on peut pas regarder sur les freins alors que légèrement sur la. Allez, ça va repartir, ça repart. Et oui, bien sûr. Allez, on va pas se laisser taquiner par un brin d'herbe. Allez, Jean, allez-y. Il remet la première, il est reparti. Oh là, on est dans les roues de Schumacher avec les retardataires de plus en plus nombreux. Demon Hill toujours en deuxième position sur les talons. Demon Hill qui a beaucoup de mérite à se glisser dans les mêmes trous de souris que Schumacher. Quand Schumacher dépasse un retardataire, Demon Hill réussit à plonger dans le même trou. Ça n'est pas facile lorsqu'on est derrière. Il faut souvent attendre le virage d'après ou le freinage d'après pour dépasser un retardataire. Et là, Demon Hill se tient tout près de Schumacher. Et quand celui-ci double un retardataire, eh bien, on l'a vu tout de suite avec Blundell au bout de la ligne droite, eh bien, Demon Hill plonge lui aussi dans le trou et il ne perd pas le contact avec l'Allemand. C'est magnifique. Alors que Schumacher est toujours impeccablement près des vibreurs. On a vu déjà une toute petite excursion du côté de Demon Hill. J'ai cru voir Johnny Reeve un léger filin au casque de Schumacher. Je ne crois quand même pas que son casque est attaché. Alors que là, on le voit, il est talonné par Demon Hill, absolument. Les deux hommes sont vraiment au coude à coude. 4 dixièmes maintenant, alors que nous sommes dans le 25e des 81 tours de ce Grand Prix d'Australie. On va vite à Paris, on se retrouve dans quelques instants. Retour dans le 26e tour de ce Grand Prix d'Australie. Et vous le voyez, c'est toujours la guerre entre Schumacher et Hill et le reste du peloton. Alors que, à chaque fois, Demon Hill, vous l'avez dit, Johnny, réussit à se faufiler à travers le filin des retardataires. Il ne faut pas que quelqu'un d'extérieur championnat, alors que Mansell s'arrête à son stand, que quelqu'un d'extérieur vienne troubler cette belle mise en scène du Grand Prix d'Australie. Ravitaillement donc pour Nigel Mansell en décalage avec les leaders puisqu'il ne fera que 2 arrêts. Mansell qui repart maintenant sans problème. Alors Alain Prost, Mansell 2 arrêts, Demon Hill peut-être 3 arrêts. Qu'est-ce que vous pensez de la stratégie de l'écurie Williams-Renault? Alors je pense que c'est une bonne stratégie dans la mesure où ils n'ont pas mis les jeunes en même panier. Ils jouent non seulement le titre, oulala, c'était très très chaud là. Oui, pardonnez-moi, oui, je vous ai coupé la parole. Non, ils jouent le titre pilote, mais aussi le titre constructeur. Il ne faut pas l'oublier. Ils sont quand même en très bonne position et ils ont vraiment assuré un peu le coup avec Nigel Mansell. En ce qui concerne la stratégie de Demon Hill par rapport à Schumacher, le fait de faire 3 arrêts me semble être la bonne solution. On le voit d'ailleurs quand ils doublent les retardataires. Ils ont besoin, comme je disais au début du reportage, de pneus en forme, d'avoir une voiture très agile et ils ne peuvent pas se permettre de jouer vraiment la fiabilité. Il faut qu'ils jouent la performance au maximum et c'est ce qu'ils font. Alors que tout à l'heure nous avons vu en gros plan, très très gros plan, l'aileron de la Benetton Ford de Schumacher, alors que j'ai l'impression que de temps en temps, Demon Hill fait des petits écarts et de temps en temps il se rapproche. Est-ce que ça veut dire qu'il l'a pratiquement à sa main, Alain? Je ne pense pas qu'il l'a à sa main. Si vous regardez bien, il y a des endroits où il est mieux que Schumacher. C'est-à-dire, bon, la ligne droite que l'on voit maintenant, c'est évident, il est plus rapide, il est un peu plus vite au freinage du bout de la ligne droite, ce qui pourrait être un gros avantage s'il était vraiment en position de dépasser Schumacher à un moment ou à un autre de la course. Dans cette partie qui va suivre, sortie d'épingle jusqu'au stand, il est très bien, il est l'égal de Schumacher, si ce n'est peut-être un petit peu plus vite ici notamment. Après, il va y avoir l'épingle juste avant les stands, sans problème. Il freine très bien, sa voiture est très bien en freinage apparemment. Et par contre, à partir de maintenant, Schumacher est un peu plus rapide, surtout dans cette chicane après les stands.
où sa voiture est plus agile. La Williams paraît un peu pataude en fin ici, là, en fin de virage. Et cette partie là des droites-gauche où la Benetton est plus à son aise. Mais si Damon Hill était en tête de la course, tout seul, peut-être qu'il pourrait faire la petite différence, 1 ou 2 dixièmes peut-être, qui lui permettrait de s'échapper. En tout cas, les retardataires et les ravitaillements vont être certainement la clé de cette course, dans la mesure où on voit que Schumacher prend pas mal de précautions, mais il est quand même obligé de prendre certains risques, car il ne peut pas se permettre d'attendre un tour, et surtout dans la ligne droite, il faut qu'il choisisse le bon moment pour dépasser, au risque de se faire dépasser par Damon Hill. Alors que nous avons vu Mika Häkkinen à son stand et que dans quelques secondes, eh bien, Johnny vous ferait le point sur le classement, parce que ça a quand même pas mal bougé, non pas pour le groupe de chasse qui est toujours Mansell Barrichello, mais on voit que Berger, qui ne s'est pas arrêté, est bien placé, et puis Jean Alesi aussi. Donc toujours Schumacher et Hill devant, attention, essayons de ne pas nous serrer dans le mur. Hill et Schumacher en tête avec, on va voir sur le chronométrage, 1 seconde et 6 dixièmes, alors que là c'est le groupe de chasse à l'intérieur duquel on revient. Et vous voyez que ceci, oh là, attention, il est parti au large. Il est revenu. Eh bien, les Jordan Hart, les deux bons hommes, en mettent un sérieux coup. Et les McLaren qui sont toujours là aussi. Et c'est passé d'une façon absolument extraordinaire. Jean Alesi qui a fait ce freinage. Qui a fait ce freinage d'enfer. Mon Dieu, cette Ferrari qui est venue surprendre, si tout au moins je peux employer ce terme, le pilote de la McLaren Peugeot, qui n'est autre que Mika Häkkinen. Franchement, on fait le point, Johnny, sur le classement. Alors donc le classement en tête, toujours Schumacher de peu devant Damon Hill, 1 seconde 6 d'avance au 29e passage. Berger, qui n'a pas encore ravitaillé, occupe la 3e place. Il n'est pas très loin devant le groupe que l'on voit ici en action, mais il est à 36 secondes des deux leaders qui vraiment archi-dominent ce Grand Prix d'Australie et qui n'auront pas volé, quel que soit champion du monde des deux, qui n'auront pas volé leur titre et leur titre de dauphin pour le malchanceux. Berger est dans 3e, Mansell est 4e à une dizaine de secondes de Berger, et Mansell précède Jean Alesi, que l'on vient de voir dépasser Häkkinen avec au terme d'une attaque incisive pas croyable, car Häkkinen est un freine-tard et Jean a réussi à freiner plus tard que lui sans du tout se mettre en danger dans le virage. Et 7e derrière Häkkinen, Barrichello sur la Jordan, la seule Jordan depuis l'abandon de Irvine tout à l'heure. Brundle sur la 2e McLaren Peugeot et 8e devant Panis qui a ravitaillé tout à l'heure et qui est quand même 9e, Olivier Panis sur la mieux placée d'Elie Renault, tandis que Lagorce est 17e. Et que pour l'instant, bien c'est Scattarella qui aurait dû fermer la marche, mais on le sait, il a abandonné et il y a pour l'heure 20 voitures encore en course dans ce Grand Prix d'Australie. Et l'on revient naturellement sur les deux hommes qui nous intéressent. Et avant d'y revenir tout à fait, on va d'abord jouer au jeu top position, c'est très facile. Et pour jouer, 36-15, code TF1. L'écart entre Schumacher et Hill est de 2 secondes. Alors là, la question se pose, Alain Prost, est-ce que vous croyez que Damon Hill est en train de relâcher sa pression? Est-ce que Damon Hill est fatigué? Est-ce que la Williams commence à accuser le coup? Non, je pense qu'il a perdu un tout petit peu de terrain tout à l'heure quand on l'a vu attaquer, ou en tout cas faire mine d'attaquer Schumacher au bout de ligne droite. Il a perdu un peu de terrain et ça a donné peut-être un peu de champ libre à Schumacher, qui lui maintenant n'a plus de pilote retardataire devant lui, a pu peut-être imprimer un rythme un peu plus élevé puisqu'on a vu qu'il a battu le record du tour. Donc encore une fois peut-être un petit avantage en performance pure à Schumacher, mais je crois que Damon Hill est bien calé derrière lui, et s'il y a un écart de toute façon il est très faible, donc jusqu'à la fin de la course en fonction de l'usure des pneus, des freins, etc., ça va faire un peu l'accordéon, et je crois que Damon se battra jusqu'au bout, et même s'il est fatigué,
On l'a vu encore dernièrement à Suzuka, c'est quand même un battant, c'est un pilote qui en tout cas a une grosse qualité pour lui, c'est qu'il est très très dur mentalement et il ira jusqu'au bout de cette course, certainement. Alors que nous sommes ici avec Nigel Mansell qui est en 4e position. Johnny, vous avez donné les classements. On va un petit peu donner les positions sur le terrain. En tête, Schumacher et Hill qui sont, alors que mon classement vient de s'effacer complètement, qui sont eux roue dans roue. Ensuite à 39 secondes on a Berger qui est tout seul, qui roule dans sa poche, de même que Mansell à 52 secondes. Et puis viennent ensuite à partir de Jean Alesi en 5e position, viennent donc Alesi, Hakkinen, Barrichello, Brundle, Panis et Frenzen. Alors que ici justement c'est Schumacher qui a fort à faire avec son rival d'autrefois, l'autre allemand, Heinz-Harald Frenzen, à bord de la Sauber à moteur Mercedes. J'en profite pour dire que Sauber aura l'an prochain le moteur Ford Zetec qui équipe justement la Benetton Ford de Schumacher. Jenny. Et j'ai de plus en plus peur, Jean-Louis, que comme le prévoyait déjà Alain en début de course, le titre, la course et le titre de champion du monde ne se jouent dans les dépassements de retardataires, parce que c'est eux finalement qui vont permettre aux pilotes de s'exprimer. Alors, si il s'avère que seul le plus habile passe et que l'autre perd un petit peu de temps, ce sera moindre mal, ça fait partie du pilotage. Mais si jamais l'un des deux voulait, pour essayer de ne pas perdre un dixième de seconde, anticiper un petit peu le dépassement de retardataire, que celui-ci ne l'ait pas vu et provoque un accrochage, ça serait vraiment regrettable pour l'issue du championnat du monde. C'est de ça que j'ai peur. Oui, ce serait tout à fait regrettable, effectivement. Voilà, Frenzen là s'est complètement effacé. Oui. Pour être neutre dans le combat qui oppose Schumacher et Damon Hill. Frenzen, parfait gentleman. Parce que vous l'imaginez bien, dans le microcosme de la Formule 1, eh bien, chacun a son favori ou son préféré entre Michael Schumacher et Damon Hill. Nous ne rentrerons pas dans cette querelle qui consiste justement à préférer quelqu'un. Ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, Schumacher n'a livré que 12 Grands Prix sur 16 et que son talent, sa maestria, son brio lui permettent d'être champion du monde. Mais l'on peut dire aussi que l'écurie Williams-Renault, elle, a fait un retour depuis le fond, du très fond de l'abîme après la mort de Senna, et que nous sommes contents aussi de la voir se redresser, n'est-ce pas, Denis? Et Damon Hill, par exemple, qui a été obligé de prendre à la volée comme ça la place qu'occupait Senna dans l'équipe Williams-Renault, a dû se faire à son nouvel habit de leader d'écurie. Et on peut dire que, d'après ce que nous racontait Bernard Dudot récemment, c'est surtout l'arrivée de Mansell en renfort dans cette équipe anglo-française lors du Grand Prix de France qui a placé Damon Hill dans la position de oui, je suis le patron de l'équipe, c'est moi qui deviens le leader. Et depuis le mois de juillet, Damon Hill se comporte en leader, ce que jusque-là il ne pouvait faire ni à cause de la présence de Senna d'abord, ni à cause du décès du malheureux Brésilien ensuite, ni à cause de la forme des Williams-Renault qui en début de saison n'était pas très très grande comme elle est devenue aujourd'hui. Alors que nous suivons Gerhard Berger avec sa Ferrari et qui s'arrête puisque Berger était 3e et qu'il n'avait pas encore ravitaillé. Pierre Van Vliet. Oui, on va peut-être s'orienter vers un seul arrêt même pour la Ferrari de Berger, la dernière à ravitailler dans ce Grand Prix d'Australie. Le voilà, Gerhard qui arrive à l'allure réglementaire et ça repart très vite. Alors que nous avons 7 secondes et 4 dixièmes pour cet arrêt et que donc là Berger va perdre quelques plumes dans la bagarre puisque Alesi vient juste pratiquement de repasser sur ses talons. Ils vont rouler à peu près roue dans roue tous les deux. Et voilà. Et voici. Berger a quand même gardé l'avantage, mais maintenant il roule avec peut-être des pneus neufs mais beaucoup plus d'essence que Jean. On va voir ce que cela donne sur la piste et au cas où Jean serait plus rapide, on va voir comment Berger lui résiste, il lui ouvre la porte. Ceci c'est pour la 4e place. Berger est 4e, Jean Alesi est 5e. Alors que le rythme des voitures devant, eh bien, il varie entre, pour l'instant, le meilleur tour en course qui est 1,17 et 1 dixième. C'est l'apanage de Michael Schumacher. Mais Michael, attention, ils s'accrochent les deux. Les deux. Et bien voilà, un championnat du monde. Schumacher avait ralenti, c'est pour ça que Damon Hill est produire devant nous. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On va voir tout de suite au ralenti. Damon Hill aussi a des ennuis. S'il abandonne ou s'il sort des points. La roue crevée, attention, la roue crevée. Il faut que Damon Hill puisse rentrer à son stand avec cette roue
qui, vous le voyez, traîne par terre alors que... La suspension est endommagée aussi d'ailleurs. Oui, aussi, on regarde. Ce qu'on a vu, c'est que Schumacher était au ralenti. Démonil, d'un seul coup, qui avait 1 seconde 9 de retard au passage précédent, Démonil est venu à sa hauteur. Schumacher l'a-t-il vu, ne l'a-t-il pas vu? Oui. Il a serré la corde à l'entrée d'un virage à droite, le virage dont Alain disait tout à l'heure que... Il surveille sa roue. Oui, allez-y. Dont Alain disait que la Benetton y était supérieure à la Williams Renault. Quand Schumacher a serré à l'intérieur du virage, Démonil s'y trouvait et l'accrochage, voilà le ralenti. Oui, attention. Nous sommes à bord de la voiture de Schumacher. En trajectoire normale. À gauche à 90 degrés. Il contre-braque, il va sur le bas-côté, il tape le mur, il tape le mur, il retraverse la piste, il est à gauche et c'est là que Démonil se porte sur sa droite à l'entrée de ce virage et voilà, on a vu la roue qui l'envoie, extrêmement spectaculaire. Alain Prost, une réaction tout de suite. Oui, non, j'avais vu que Michael avait fait une erreur, je n'avais pas vu que c'était tout seul qu'il était... oui, tout seul, voilà, et il repart. Donc vraiment fait, donc c'est vraiment... c'est un peu dommage que Damon ait tenté de passer à cet endroit-là, mais c'est... Oui. Et voilà la Williams de Démonil qui s'arrête. Stop pour le chronométrage. La Williams de Démonil, on est prêt évidemment à intervenir également. Ah, il secoue la tête Damon, il secoue la tête. Il secoue la tête désespérément. Alors, on regarde la suspension, c'est foutu. On regarde les triangles, la barre de réaction elle est tordue, Et Patrick Head est à côté. Et David Brown lui fait signe d'arrêter le moteur. Et mesdames, messieurs, champion du monde. Sur cette image extrêmement triste, sur ce regard dramatique de Démonil qui veut naturellement ne pas s'arrêter, mais c'est fini, on le voit que la barre de poussée est complètement tordue. Eh bien, le championnat du monde, oui, voilà ce point terrible, il ne peut pas prendre le risque, c'est impossible. On peut peut-être essayer de redresser, on peut essayer peut-être... Il faut la changer, Jean-Louis. Oui, il faut la changer. Ben exactement ce qu'ils vont faire. David Brown arrive au pas de course. Les mécaniciens 53 secondes déjà. 1 minute, alors qu'on revoit ça au ralenti. Et voilà, donc là on est dans la peau dans la voiture de Démonil. Voici Schumacher à l'extérieur du virage qui vient de taper le mur. Schumacher traverse la piste devant Démonil. Démonil qui allait passer à gauche voit que ce n'est pas possible, il se rabat sur la droite. Il est lancé. Je ne pense pas, Alain, je ne sais pas, Alain, je vous laisse recommenter de nouveau cet accrochage. Je ne pense pas qu'il ait voulu trop précipitamment dépasser Schumacher, mais Schumacher était tellement doucement après le premier choc que Démonil est venu à sa hauteur. Il aurait fallu qu'il plante un coup de frein peut-être pour ne pas venir à sa hauteur, et Schumacher ayant serré le virage devant lui, l'accrochage était devenu inévitable. Qu'est-ce que vous en pensez, Alain? Oui, je suis un peu d'accord. Simplement, je trouve, quand j'ai dit c'est dommage, parce que c'est vrai qu'il avait la route ouverte pour lui. Peut-être que justement Schumacher avait endommagé. On a vu qu'il a quand même tapé le mur, et ça aurait été vraiment un miracle pour lui de ne pas avoir endommagé sa voiture, sa suspension, ou peut-être même une crevaison. En tout cas, si c'était une crevaison, ça aurait été une crevaison lente, parce qu'on a vu qu'il n'a pas crevé immédiatement. Mais c'est triste d'un côté pour Damon, dans la mesure où c'est Schumacher qui fait l'erreur tout seul et qu'il n'a pas pu en profiter. Ça doit être vraiment très très difficile pour lui. On aurait aimé quand même une fin de championnat différente. Eh oui, mais Alain, c'est fini. Démonil descend de sa voiture, on ne peut pas réparer, voilà. Les images terribles, alors qu'il était arrêté depuis 2 minutes et 15 secondes à son stand et qu'il était en 19e position à un tour. C'était impossible, on se congratule bien sûr chez Benetton. Bah oui, c'est non, alors que Schumacher n'est pas content. Michael Schumacher, champion du monde 1994, c'est écrit sur votre écran, il n'a pas l'air de le savoir encore, voilà. Je crois que le commissaire de piste est en train de lui dire, voilà ce qu'on voit sur notre écran. On va voir si Michael sourit en entendant cette phrase du commissaire sportif. Chez Benetton, bien entendu, on est complètement fou. Et nous, il nous reste un championnat du monde des constructeurs sur le feu. Il est joué parce que Mansell a Démonil. Je le regrette pour vous. Pour les 2 écuries, il n'y a plus que Mansell qui mène actuellement la course. Il est en mesure de marquer 10 points, mais même s'il abandonnait, le titre de champion du monde des constructeurs, il irait à Williams Renault. Voilà. Dans le stand voilà ce qu'on dit. Voilà Schumacher qui secoue la tête. Alors que Démonil, je suis désolé pour vous. Schumacher, vous êtes champion du monde. David Brown qui vient lui parler. Denis Chevrier, son ingénieur, il explique. Le visage est marqué de fatigue. Là, il s'est donné à fond. Oui.
Oui, mais il aurait pu aller jusqu'au bout. Schumacher cherche sa route pour entrer à son stand. C'est lui champion du monde. En tout cas, jusqu'à ce 35e tour fatidique, ce Grand Prix d'Australie a été absolument flamboyant. L'un des plus beaux que nous ayons vécu, je vais dire Alain, depuis 1986, n'est-ce pas? On peut regretter cette fin un peu prématurée, bien qu'il faut quand même tout de suite le dire, c'est un peu la morale qui est sauve cette année, parce que le titre de Schumacher est quand même mérité de très loin. Sur le plan sportif, on aurait aimé que ça continue un peu, parce que aujourd'hui, Damon Hill et la Williams-Renault étaient quand même vraiment en mesure, peut-être pour la première fois de la saison, à la régulière, de tenir tête, alors que c'est Jean qui allait. Ah oui, Jean qui a calé, oui. Ouais. Oui. Oui. Il était en mesure de tenir tête à la Benetton et à Schumacher, mais le titre pilote pour Schumacher et le titre constructeur pour Williams-Renault, en considérant ce qu'a dit Johnny tout à l'heure, que le fait que toute l'équipe a dû subir le décès de Senna et que Damon s'est retrouvé premier pilote un peu par hasard cette année, le fait qu'il soit revenu vraiment pratiquement à hauteur de la Benetton sur le plan performance, et ce titre constructeur est de toute façon mérité pour le meilleur moteur de la Formule 1 actuelle, mais le titre pilote revenant à Schumacher, eh bien c'est bien entendu peut-être la morale de cette saison. Alors, je suis avec Denis Chevrier qui vient de s'entretenir avec Damon Hill. Alors Denis, évidemment, beaucoup de déceptions j'imagine, mais une course qui a basculé de façon un peu malheureuse. Oui, bon, je crois que Damon faisait la course qu'il fallait. Je crois qu'il a montré qu'il pouvait, sur cette course finale, offrir la comparaison avec Schumacher. Il le faisait vraiment, à tel point que Schumacher a fait la faute, le premier. Puis bon, ben après il y a l'acte vraiment anti-sportif, mais je crois qu'il faut l'admettre de la part de Schumacher, c'était possible de le faire. Je crois que les images sont très claires, il sort Damon Hill, mais bon, effectivement il n'y avait qu'un point, et puis il était vital pour Schumacher ce point. Pierre Van Vliet, est-ce que Denis Chevrier nous entend? Oui, il nous entend, absolument. C'est extrêmement grave ce que vous venez de dire, Denis Chevrier, comportement anti-sportif, parce que Damon Hill vous expliquait que ça s'était passé comme ça. Non, enfin, lui, il me l'a pas expliqué. Lui, c'est ce qu'il a ressenti. Et nous, c'est ce qu'on a cru voir également à la télé. Donc, je pense qu'il était clair que compte tenu du choc qu'avait eu Schumacher et de la vitesse à laquelle il était dans le petit bout de ligne droite qui est entre les deux virages, entre le virage de l'incident pour lui et le virage de l'incident mutuel, il était clair qu'il n'était pas en position naturelle d'empêcher Damon Hill de passer. Donc, il l'a empêché par un autre moyen. Bon, sinon, la voiture malheureusement irréparable, Denis. Oui, bon, de toute façon, je crois qu'il faut mettre ça dans les incidents de course. C'était lors de la dernière course que se faisait le championnat, mais il y a eu de moins d'autres occasions où des incidents de course ont émaillé la saison. Donc je pense qu'il ne faut pas dire que c'est ici que Damon Hill a perdu le championnat du monde. On l'a perdu en d'autres occasions. Par contre, Williams-Renault est champion du monde des constructeurs, quand même, c'est important. Oui, c'est vrai. Voilà, merci. Oui, Denis Chevrier qui est un peu ému, je crois. Je crois que c'est ça. Malheureusement, bon, il a proféré des paroles, Denis. On vérifiera, je crois, lors de la conférence de presse exactement ce qui s'est passé. Nous lui laissons l'entière responsabilité de ce qu'il a dit, n'est-ce pas, Pierre? Et nous revenons, alors que là, Michael Schumacher, le nouveau champion du monde, part en moto vers son stand. Nous revenons sur une course qui n'est pas finie, et je vais vous dire pourquoi, parce que Mansell, le leader, a seulement 1 seconde et 9 dixièmes d'avance sur Gerhard Berger. Et là, je dois le regretter aussi profondément, Jean Alesi, je ne sais pas si c'est de sa faute, a calé lors de son deuxième arrêt à son stand. Il a perdu un temps infini, il n'est maintenant plus que 9e, alors que je pense que là, il aurait pu jouer sa carte. Il était 3e tout près de Berger, il s'est arrêté pour son deuxième ravitaillement, il s'est pas très bien passé au moment où il relançait sa voiture, le moteur a calé. Est-ce que c'est une erreur de vitesse ou est-ce que la voiture n'était pas complètement prête, il a été obligé de s'arrêter et ce qui l'a fait caler? Je ne sais pas, toujours est-il qu'il a perdu plus d'une minute avant la remise en route, Jean, et que maintenant il est presque à un tour, il a presque un tour de retard, il a 1 minute 12 secondes de retard sur Mansell, le nouveau leader de ce Grand Prix d'Australie. Et il lui reste pratiquement la moitié de la course pour refaire ce retard, mais ce sera extrêmement difficile. Ici c'est Berger qui est à la poursuite de Mansell qui est devant lui à un peu moins de 2 secondes. Nous, on va à Paris et on se retrouve après ça. Retour à Adelaide dans le 44e tour de ce Grand Prix d'Australie qui en comporte 81 avec ce rebondissement que nous avons vécu
au 36e tour, c'est-à-dire l'accrochage définitif entre Michael Schumacher et Damon Hill, cet accrochage qui a fait de Schumacher le nouveau champion du monde de Formule 1 1994 et qui est aussi le premier champion du monde de l'histoire de l'Allemagne, Johnny Reed. Premier champion du monde, mais non pas premier champion de Grand Prix, puisque avant la guerre, à une époque où, avant la guerre de 39-45, à l'époque des Titans, on appelait si bien l'époque des Titans, les Allemands, grâce aux écuries Mercedes et Auto Union, survolaient les Grands Prix. Ils ont été souvent, à l'époque, ça s'appelait champion d'Europe. Le championnat du monde a été créé en 1950 et depuis 1950, un seul pilote allemand a failli être champion du monde, c'est l'Allemand donc Berg von Trips, qui était en tête de ce championnat en 1961, lorsque malheureusement une tragédie l'a éliminé de la course, un accrochage avec Jim Clark à Monza. Il a été tué dans cet accrochage, sa Ferrari était partie en tonneau et le titre ne lui était même pas revenu à titre posthume, comme cela fut le cas pour Jochen Rindt en 1970. Alors, lorsqu'on parlait de l'époque des Titans, eh bien, on parlait de Rudi Caracciola, de Bernd Rosemeyer et de Manfred Van Brochit, entre autres. Alain Prost, Denis Chevrier nous a dit des paroles extrêmement dures à propos de Schumacher. Est-ce que vous les acceptez ou est-ce que vous les refusez? Je pense que c'est normal déjà pour un ingénieur qui travaille sur une voiture, qui est aussi motivé que son pilote à gagner le championnat du monde. Je pense que c'est normal de ne pas accepter ce genre d'accrochage dans la mesure où c'est vrai que Schumacher faisant la faute, voyant arriver Damon, eh bien lui barre un peu le passage, serre un peu Damon sur le côté. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est volontaire pour l'éliminer de la course? Ça, c'est absolument impossible à dire, puisque dans tous les accrochages, dans tous les incidents de course, il y a toujours une manœuvre délibérée du pilote qui va être doublée, souvent pour, comme on dit, fermer la porte d'une manière régulière ou pas. Ça, c'est tout le problème qu'on aura toujours. Je crois quand même que il faut comprendre la psychologie des pilotes dans leur voiture quand ils sont en tête du championnat, en tête de la course. Ils font une erreur comme le fait ici Schumacher. La première chose à laquelle ils pensent, c'est à se protéger. C'est-à-dire c'est un instinct tout à fait normal que de fermer la porte à celui qui est deuxième. Qu'est-ce qu'il pense quand il tape le mur? Il dit Damon Hill est derrière moi, je vais peut-être perdre le championnat du monde, donc je l'empêche de passer. Mais c'est peut-être pas délibéré pour l'éliminer en tout cas. Mais c'est une question que l'on peut se poser. Et c'est impossible de dire voilà il a fait comme ci ou il a fait comme ça. C'est de toute façon il n'y a que lui qui peut répondre. Et comme dans ces cas-là on ne dit pas tout à fait la vérité, on ne saura certainement jamais. Mais il doit être aussi un peu triste Schumacher d'avoir fait une erreur et d'avoir même gagné le championnat du monde, mais de cette manière-là. C'est un peu dommage. En tout cas, sur la psychologie des pilotes dont on parlait au début, on a quand même vu, malgré que Schumacher soit quand même un garçon solide, malgré qu'il ait une voiture très performante, qu'il ait une équipe derrière lui, quand on est en tête d'un championnat, qu'on est proche de le gagner et qu'on voit un concurrent arriver derrière vous et sur vos talons, on n'est jamais à l'abri d'une erreur. On l'a vu ce week-end avec la pression qu'il avait sur les épaules, malgré l'air serein qu'il pouvait donner de temps en temps, il a fait quand même pas mal de petites fautes. Et bon, ça le remet un peu dans une position un peu plus normale, je dirais, d'humain et non pas d'ordinateur comme on a pu le dire à un certain moment. Alors on dira que seul Schumacher connaît la vérité, n'est-ce pas Johnny? Et puis ce que vient de nous dire Alain, finalement, il vient de nous dire que pour être un grand champion automobile, il faut pratiquement avoir l'instinct de tueur. Alain, est-ce qu'on vous a bien compris? Je veux dire tueur au sens figuré, bien sûr. Non, je pense sincèrement, pour expliquer vraiment pleinement, vous savez, quand un pilote, souvent on en parle, les journalistes en parlent en disant il est comme ci, il est comme ça. Ça c'est ce qu'il transmet un peu aux autres de l'extérieur de sa voiture. À partir du moment où la visière est fermée, vous ne pouvez jamais connaître le caractère des pilotes quand ils sont au volant. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que de toute façon, quand on est au volant, quand on se bat pour un championnat, quand on se bat pour une course,
on peut absolument tout faire sans vraiment avoir la volonté de le faire vraiment. Et là, je ne peux pas dire que Schumacher l'ait fait volontairement, a voulu sortir des Monil, mais en tout cas, il a voulu se protéger d'une manière ou d'une autre pour ne pas perdre ce championnat. Et puis on dira, Alain, que notre ami Denis Chevrier, qui a été aussi votre ingénieur motoriste et qui vous a conduit à votre 4e titre mondial, eh bien, a eu une réaction un petit peu épidermique que l'on admet et que l'on comprend. En tout cas, voici le leader du Grand Prix d'Australie ici à Adelaide, c'est Nigel Mansell. Alors que là, c'est la ruée autour de Michael Schumacher, qui se congratule avec ses mécaniciens. C'est Catherine Pic qui est dans le fond là-bas à gauche et qui attend elle aussi pour une interview. Voici tous les mécaniciens. Voilà Pat Simmons. Voilà, oui, oui, il y a de quoi le secouer. C'est son titre mondial à Michael Schumacher. C'est aussi son année un petit peu, Johnny. Ah oui, Schumacher a été absolument éblouissant cette année et on peut dire que son éclat a été tel qu'il a complètement rejeté dans l'ombre un pilote comme JJ Lehto, son premier équipier cette année, et qui a été complètement laminé par Schumacher, alors qu'on voyait encore en JJ Lehto un pilote d'avenir avant 1994 et qui maintenant aura beaucoup de mal à se récupérer de la sévère sanction que lui a imposée au chronomètre, au plan du chronométrage, l'exceptionnel Schumacher. Et quel regret, on a 10 fois plus de regret encore de savoir que Senna n'a pas pu combattre contre ce pilote d'exception, parce que la comparaison entre ces deux champions aurait été formidable. Alors j'ai entendu dire dans la salle de presse ce matin, mais ce n'est pas une référence, que Schumacher était champion du monde mais que Senna n'était pas là. Oui, mais Schumacher avait quand même eu raison de Senna déjà au Brésil, vous vous en souvenez, Johnny? Au Brésil, et Senna a disputé 3 grands prix que Schumacher a gagné tous les 3. Senna avait réussi, grâce à son talent exceptionnel, à arracher la pole position dans ces 3 épreuves en début de saison au volant d'une Williams Renault qui, je l'ai déjà dit tout à l'heure, n'était loin de valoir ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Voici celle de Mansell qui précède la Ferrari de Berger en tête, les 2 voitures en tête du Grand Prix d'Australie. Senna, grâce à son brio, avait réussi à compenser les séquelles de la Williams Renault de début de saison, et on aurait vraiment beaucoup aimé voir leur duel une fois que la Williams s'est affranchie de ses défauts de jeunesse. Malheureusement, le sport en a voulu autrement et nous sommes privés de Senna. Alors que Mansell franchit la ligne de chronométrage au terme du 49e tour, et que le Grand Prix d'Australie en comporte 81, le classement est le suivant: 1 Mansell, 2 Berger, 3 Hakkinen, 4 Barrichello, 5 Brundle, 6 Panis, 7 Frentzen, 8 Alesi qui vient de regagner une place, 9 Blundell, 10 Fittipaldi, 11 Martini, 12 Alboreto, 13 Lehto, 14 Salo, Mika Salo qui a débuté au Japon, 15 Lagorce, 16 Brabham, 17 Deletraz qui a écopé d'une petite pénalité tout à l'heure. On n'a pas eu vraiment la raison, mais c'est probablement un comportement sur la piste. Il n'a pas dû faire vraiment attention, ce n'est pas sa faute à Deletraz. Il n'a pas dû vraiment faire attention à un dépassement d'un pilote plus rapide que lui. Je vole au secours de Jean Alesi pour dire que tout à l'heure, les mécaniciens de Ferrari l'ont vraiment lâché de très très haut, sa voiture, quand il a ravitaillé. Et ça, c'est un peu le défaut de Ferrari, que déjà Alain Prost, quand il était pilote de la Scuderia, nous le disait. Eh bien, ils ont peut-être lâché d'un peu trop de si haut, même que Jean Alesi a calé. Il y a là une explication certaine. En tout cas, ce que l'on remarque, Johnny, quand même, c'est que Panis est 6e. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. S'il y a de mauvaises nouvelles concernant Avignon, puisque Alesi, qui était 3e, se retrouve 8e, une très bonne nouvelle concernant Grenoble, Olivier Panis qui se hisse dans les points. Il est 6e actuellement. Olivier Panis à une 20-25 secondes de Brundle qui est 5e sur la 2e McLaren Peugeot. Les 2 McLaren Peugeot sont dans les points. Et Panis est en bonne position, il précède Frentzen d'une dizaine de secondes, il est en bonne position à ce rythme pour marquer un nouveau point champion du monde, arrêt de Barrichello qui est actuellement 4e. Et qui risque de perdre cette 4e place au bénéfice de Brundle. Alors, puisque on est dans le clan des Français, il faut savoir que le 15e est Lagorce. Et puis, si nous ne parlons pas de Eric Thomas, c'est bien justement c'est parce que le pauvre Eric a laissé le volant de sa Larousse à Jean-Denis Deletraz. Et Eric, je suis sûr qu'il nous regarde en ce moment. On espère le revoir très bientôt au début de la saison prochaine. En tout cas,
au cours d'essais privés, ce qui nous rassurerait sur son sort de pilote de Formule 1. 50 tours ont été couverts depuis le départ de ce Grand Prix d'Australie et Mansell est toujours en tête, confortant Williams-Renault pour le titre dans la course au titre de champion du monde des constructeurs de Formule 1. N'allez pas plus loin pendant que le circuit défile avec les caméras de la voiture de Barrichello. Nous on joue au jeu top position. Et pour jouer 36-15 code TF1. C'est pas mal, hein, le toboggan d'Adélaïde vu comme ça, avec la Jordan Hart, alors qu'il reste 30 tours jusqu'à l'arrivée de ce Grand Prix, et que ce me semble, en tout cas Pierre Van Vliet va nous le confirmer, Schumacher doit être proche de sabler le champagne là-bas dans le stand Benetton, Pierre. Le contraste entre les deux stands est assez saisissant. Je peux vous dire que pour l'instant je planche chez Williams en attendant Damon Hill qui est attendu par toute la presse, Barry Sheene en tête au micro de Channel 9, mais nous serons là. Et puis à côté chez Benetton, bien évidemment, c'est la joie, une allégresse évidemment un petit peu teintée quand même d'une certaine déception, parce que comme l'a souligné Alain Prost tout à l'heure, c'est un peu dommage que la saison se termine comme ça, mais bon, quelque part c'est la course aussi, et oui. Et je pense que on écoutera le commentaire de Damon Hill tout à l'heure pour savoir si il est aussi vindicatif que Denis Février. Oui, et puis on pourrait peut-être aussi écouter Pierre Van Vliet le commentaire. Je crois que Patrick Faure, le numéro 2 de Renault, est ici présent à ce Grand Prix. On pourra lui aussi sans doute l'écouter. Il aura des réactions probablement beaucoup plus pondérées, et il pensera surtout que Williams Renault a conquis un nouveau titre de champion de constructeur de Formule 1. Et puis qu'il y aura un champion du monde nommé Michael Schumacher sur la Benetton Renault la saison prochaine. Oui, donc c'est tout de même pas mal comme opération. On revient à la course avec Mansell, le vieux lion de Mansell, qui va peut-être pouvoir s'offrir une victoire en Formule 1, alors que nous avons la McLaren Peugeot de Brundle qui s'arrête pour son deuxième ravitaillement. C'est le déroulement normal des choses. Brundle, il est en 4e position, et pour l'heure il y a une Williams Renault, une Ferrari, une McLaren Peugeot, une Jordan, et puis cette autre McLaren Peugeot, celle de Brundle, en 5e position. Brundle qui a ravitaillé un tour après Barrichello et qui a repris donc la position qui lui revenait avant le ravitaillement du jeune Brésilien. Il est 5e, Brundle, devant Panis. Panis qui tombe un petit peu sous la menace de Frentzen, qui n'est plus qu'à 4 secondes 9 de la Ligier. Oui, il est proche Frentzen de Panis. Le drapeau bleu s'agite devant Jean-Denis Delétrage. C'est peut-être pour cette raison, tout à l'heure Jean-Louis, que vous signaliez la pénalité dont il a été victime, mais on n'a rien vu d'anormal, en tout cas sur les écrans, le concernant. Non, mais une pénalité de ce style, ça se demande également d'un poste de commissaire de piste n'importe où sur le circuit. Mika Hakkinen en 3e position, il est à environ 18 secondes de Berger, lequel Berger est à 2 secondes et 1 dixième de Mansell. Mansell qui fait un beau parcours final quand même, Johnny, il faut le noter. On était content de le voir à Manicourt au Grand Prix de France, car vraiment il a changé la situation au sein d'une équipe Williams Renault qui était vraiment dans le 36e dessous, et on sait pourquoi. Là Mansell a une action bénéfique. Ensuite il est reparti aux États-Unis où il n'a pas laissé que des amis, notamment Mario Andretti. Je crois qu'il y a eu de sérieuses frictions entre les deux hommes au sein de l'écurie Newman-Haas. Il est revenu à Jerez, il a été vraiment pas convaincant du tout. Il s'arrête, Mansell. Il s'arrête, oui. Et puis au Japon il a été super, et puis là il est en tête de la course. Il a pris un départ assez tumultueux, un premier tour qui a été assez mouvementé. Mansell profite des circonstances, alors là il s'arrête pour son deuxième ravitaillement. On prend le temps. À environ 6 à 7 secondes d'arrêt normalement. 8 maintenant. 8-7. Et la course s'est peut-être jouée là, car si vous voulez bien vous en souvenir, Berger n'a fait qu'un seul et unique arrêt de pneumatique, alors que là c'est Hakkinen qui à son tour ravitaille. Donc Ferrari est en train de jouer une partie difficile mais déterminante pour la Scuderia,
avec peut-être une deuxième victoire sur un circuit à l'improst où vraiment on n'attendait pas trop les Ferrari. Oui, normalement non, parce que la qualité de Ferrari, c'est surtout sur des circuits type Hockenheim ou Monza qu'elle se révèle le plus, avec un moteur très très performant. J'avais dit à Jean avant qu'il parte que je le voyais relativement bien quand même sur ce circuit, dans la mesure où vous savez, il y a une grande ligne droite et les moteurs puissants peuvent charger les ailerons au maximum. C'est quand même un avantage pour toute la partie sinueuse, notamment pour la course, peut-être pas spécialement pour les qualifications. Mais ce qu'est en train de faire Berger malgré tout aujourd'hui, après des essais très très difficiles, après 2 sorties de route, une le vendredi et une encore ce matin au warm-up, c'est quand même assez phénoménal. C'est dommage que Jean ait eu son problème et au ravitaillement et qu'il ne soit pas mêlé pour la lutte pour la victoire. Par contre, si Berger ne s'arrêtait plus pour aller au bout, ce serait certainement difficile pour lui dans la mesure où Mansell avec des pneus frais aurait quand même certainement le beau jeu de refaire son retard sur lui. Il est à 19 secondes Alain Mansell actuellement. Oui, ça paraît beaucoup, mais je sais jamais, ça peut être jouable parce que la Ferrari a l'air de Berger a l'air bien équilibrée, mais en fin de course avec les pneus usés, ce serait certainement difficile. On va voir tout de suite, certainement dans les 3-4 prochains tours, s'il s'arrête ou pas. Alors Alain, là vous aviez sous vos yeux les données exactes du classement avec Berger qui est en tête et devant lui il y a Jean Alesi qui est en 7e position à pratiquement un tour. 7e position parce que Frentzen a disparu de la circulation. Frentzen qui était intercalé entre Panis et Alesi qui ne passe plus. Et si bien que maintenant derrière Panis, mais avec 14 et 16 secondes de retard, Jean Alesi est en 7e position. Il doit absolument donner tout ce qu'il peut pour... Alors c'était une omission du chronométrage puisque Frentzen est toujours en course, mais il est derrière Alesi. Il est à un tour de Berger. Donc Alesi qui doit donner le maximum pour rentrer dans les points, c'est-à-dire rattraper Panis et dépasser la Ligier si personne devant eux ne s'arrête. Alors que vous l'avez sûrement constaté, Alain, la trajectoire est maintenant très délimitée sur cette piste d'Adélaïde. Il y a des bouts de caoutchouc, de gomme de tous les côtés, et il ne doit pas faire bon de mettre une roue en dehors justement de cette trajectoire, n'est-ce pas Alain? Oui, c'est tout à fait vrai. Bon, il y a beaucoup de gomme qui s'est déposée sur la piste. En dehors de la trajectoire, c'est de plus en plus glissant. Il y a ces boules de gomme qui sont juste à l'extérieur de celle-ci. Par contre, sur le plan usure des pneumatiques, c'est vrai que c'est un peu moins dur qu'en début de course, certainement. Le dépôt de gomme fait que les pneus s'usent un peu moins. Ça pourrait être la clé de cette course, d'ailleurs, si Berger ne s'arrêtait pas dans les stands, ce qu'il fait à l'heure où je vous parle, et donc il fera le même nombre d'arrêts que Mansell. Et là, on va voir surtout s'il va revenir derrière Mansell comme il l'était, ou si avec un arrêt plus rapide, ou est-ce que Mansell a été un peu gêné par exemple pendant son tour qu'il a effectué tout seul, on va le savoir. Ça va être très très chaud, très très juste apparemment. Il repart devant. Il repart devant. Il repart devant, mais avec des pneus beaucoup plus frais. Oui, mais Mansell a des pneus chauds, hein, donc il va revenir dans les 2 virages, il va être certainement derrière lui. Il vous donne raison, Alain, en ce moment. Alors que nous avons donc là les 2 leaders, les 2 co-leaders de ce Grand Prix d'Australie ici à Adélaïde dans le 58e tour. Et vous savez qu'il nous manque Michael Schumacher et Damon Hill qui se sont approchés et qui ont joué ainsi le titre de champion du monde, tout à l'honneur de Michael Schumacher. Nous avons là aux prises pour la première place de ce Grand Prix d'Australie les 2 moteurs les plus puissants de la Formule 1. On va voir dans la ligne droite si Mansell peut réussir à revenir sur la Ferrari en vitesse de pointe, ce qui est certainement extrêmement délicat. Et il y arrive, il freine tard. Mais Berger fait comme si personne ne l'avait attaqué, il prend sa ligne et Mansell a été obligé d'accentuer encore son ralentissement pour laisser l'avantage à la voiture de l'Autrichien. Berger en tête devant Mansell, même bagarre qu'en début de course avec beaucoup moins d'enjeux bien sûr. Eh bien, vous parliez de moteur, alors que là on revoit ça au ralenti. Ça n'est fallu peu que l'aileron avant de la Williams s'envole dans les airs accroché par la roue
arrière de la Ferrari. Mais Berger n'est pas né de la dernière pluie. Vous parlez de puissance de moteur. Johnny, moi je vais vous parler Grand Prix. Berger en a 162 et Mansell en a 184. On va pas leur raconter des histoires. Ce ne sont pas deux agneaux. Deux vieux briscards de circuit, deux pilotes très rapides, fougueux, deux combattants qui soulèvent très souvent l'enthousiasme des spectateurs, et c'est encore le cas ici. Leur bagarre va valoir, là c'est la pénalité de Barrichello, oui, sans doute, qui a été signifiée tout à l'heure. Et la voici, ici c'est Michel Leprest qui opère cette pénalité arrêtée. Le décompte sur la droite, le décompte des secondes. 2, 1 et top. À la différence des courses américaines, ici en Formule 1, on pénalise les pilotes de 10 secondes, alors qu'aux États-Unis, un simple arrêt, d'où l'appellation de stop and go, un simple arrêt suffit à la pénalité des pilotes qui ont commis une infraction pendant la course, alors qu'en Formule 1, c'est un peu plus sévère. 10 secondes, c'est beaucoup. Alors qu'avec l'arrêt de Panis au stand, eh bien Alesi est en 6e position, mais Alesi, il va devoir s'arrêter. Pierre Van Dijk, je crois que les mécaniciens de la Scuderia sont prêts. J'espère pour eux, Jean-Louis, mais moi je suis toujours prêt à attendre Demonil. Il faut faire des choix dans ces cas-là. Oui, oui. Et on ne peut pas se multiplier. Bon, donc je crois que c'est quand même important de recueillir le témoignage de Demonil avant la fin de la course. Bien sûr, bien sûr. Donc vous êtes toujours en planque là-bas, Pierre. Pardonnez-moi de vous déranger. Nous on surveille la Scuderia Ferrari, alors que Hakkinen, allez, lui aussi une pénalité de 10 secondes. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Ça doit être la vitesse excessive dans les stands, Jean-Louis, parce qu'il y en a tellement, ça n'est pas le drapeau bleu, mais on sait que la vitesse est limitée. Les pilotes ont un tel limiteur de vitesse pour ne pas dépasser la vitesse de habituellement 120 km à l'heure dans les stands pendant la course, 80 km à l'heure pendant les essais. Et là, cette pluie de pénalités laisse penser que c'est là que le bas a blessé pour Barrichello, pour Hakkinen et peut-être pour Deletras précédemment. Voilà, Hakkinen dans son style très particulier. Alors Hakkinen qui est actuellement troisième à 21 secondes, il a 38 secondes d'avance sur Brundle, mais avec la décélération, il va repartir à peu près en même temps que son équipier. Pour McLaren Peugeot, on ne perdra pas dans l'affaire puisqu'elles sont 3e et 4e. Voilà Jean qui s'arrête. L'arrêt d'Alesi, il est important. On regarde top pour lui. On va voir si les mécaniciens le laissent tomber de haut comme tout à l'heure ou pas. Un peu. Ouais. Et puis là c'est long. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Pas de chance. Il est à un tour, Jean, maintenant. Voilà, il est à un tour. Jean qui devait inviter ses mécaniciens ce soir à dîner, ça va pratiquement peut-être bien se passer. Mais on sait qu'il a grand cœur, l'Avignonnais. Enfin là, il y a quelque chose qu'on ne saisit pas bien. Attention, les mécaniciens de McLaren se précipitent vers le lieu de pénitence, oui. Et c'est obligatoire de l'accomplir, sinon on sait ce qu'il en coûte. En tout cas, Michael Schumacher, oui, le nouveau champion du monde, sait ce qu'il en coûte. Alors que c'est toujours la guerre ici entre Berger et Mansell à 9 dixièmes. C'est pour le prochain passage, donc dans 1 minute et quelques secondes. On va regarder ce qu'il advient de Mika Hakkinen après sa pénitence. Hakkinen qui est en 3e position, tandis que nous avons toujours Berger et Mansell vraiment au coude à coude. Et vous avez employé le mot juste, Berger qui fait comme s'il était tout seul. Très vindicatif, Gerhard, quand il s'agit de défendre sa place et a fortiori la première place. Et voici qui redébouche maintenant sur la ligne de chronométrage. Roue en route, top, top. Il y a moins d'1 seconde, il y a pratiquement 1 demi-seconde, il y a 6 dixièmes. Jarlesi qui lui est à un tour, en 9e position maintenant. Il a redégringolé à la 9e place qu'il occupait avant les arrêts de Panis, Franzen et Blundell devant lui. Mais il est à un tour, il est doublé, Jean-Louis. Et oui, c'est ça, c'est... Avec 2 arrêts, à cause de 2 arrêts qui sont éternisés, surtout le 2e, mais le 3e également. Alors qu'on commence à s'impatienter un peu du côté du lieu de pénitence où l'on attend Mika Hakkinen et sa McLaren Peugeot, alors que sur votre écran il y a l'écart entre Berger et Mansell. Brundle vient de passer, c'est donc Hakkinen. Il est passé aussi avec Hakkinen, Jean-Louis. Il n'est encore pas. Ouh, là ça risque de se corser. Je crois qu'il a 5 tours pour obtempérer. Oui, mais généralement on ne sait pas ce que valent l'avis et l'opinion des commissaires sportifs qui de leur tour de contrôle dirigent tout cela. Alors
que là on est à 383 millièmes d'écart. On a ce bout de ligne droite et puis on rétrograde en deuxième pour cette épingle avant les stands. Et là, il faut réaccélérer. Quatrième, cinquième. On descend une vitesse, 4 et puis une autre 3 pour cette chicane qui est très très pointue à passer. On remet la cinquième. Et ensuite c'est cette succession de droite, gauche, droite, tout en troisième. Un circuit très complexe, très exigeant, very demanding comme disent les Anglais. Alors que voilà Hakkinen, oui. Nous sommes avec Damon Hill Oui. qui s'approche. Il y a beaucoup de monde ici. On va essayer de travailler dans le calme. Il y a le micro de Channel 9 avec Barry Sheene et nous allons... On joue des coudes, attention. Oui. Nous allons placer notre micro. Vous traduisez bien sûr. Oui. Damon, as far as we were concerned, it looked like he had it really under control. Il avait l'air de ne plus contrôler sa voiture. hard all the way. It was a terrific race. J'avais attaqué au maximum depuis le départ. It's over now and C'est fini maintenant. Une course formidable. an empty feeling, but I think I gave him a good run for his money, and he certainly was feeling the pressure because Sensation de vide, dit-il. Lucky you couldn't really do any more than that, could you? Vous ne pouviez pas faire plus que ce que vous aviez fait. I've got to go here, and it didn't happen. So in other words, you'd say that's full, that's right. J'avais fait le maximum pour obtenir la victoire, mais ça n'est pas arrivé. That's motor racing. I'm afraid C'est la course. going into the last race with 1 point. Venir dans la dernière course à un point de retard, Unfortunately, putting you in the position where attaquer dans la position où you've je got me everything trouvais. to lose. Well, I couldn't win in that sort of C'est situation. difficile de perdre parce que je pouvais gagner cette course. I think I just want to say that everyone in the Williams team deserves some sort of medal this year because we've been through a hell of a tough time, and to be here at least in the last race fighting to win the championship. Oui, la Démonie explique qu'il mériterait certainement une distinction pour le spectacle qu'ils ont donné, lui et Schumacher, tout au long de la saison. And we'll come back next year. Voilà. Revanche l'année prochaine. L'an prochain. Damon, Oui. do you feel that Michael did push you out by purpose after he touched the wall? Damon, est-ce que I'm vous not pensez going qu'il to a make fait any exprès? comment about that. I'd just say we had a... Non. Non. Up until that moment, we were having a fantastic race. Pas de faire de polémique à propos de ça. On a Alors fait une que course nous avons parfaite. ici... C'est tout à son honneur. La place n'est Oui, pas aux c'est bien. polémiques. Alors que nous avons ici, vous l'avez vu au ralenti, c'était pendant que Damon Hill parlait, une erreur de Berger qui se rattrape in extremis dans cette chicane extrêmement pointue. Et puis naturellement, Nigel Mansell est le nouveau leader de ce Grand Prix C'est la d'Australie. grande courbe avant la grande ligne Oui. droite, Jean-Louis. Et nous, on va à Paris et on se retrouve après ça. Retour à Adélaïde au Grand Prix d'Australie dans le 66e tour de ce Grand Prix qui en comporte 81 avec, vous l'avez vu, la reprise en main de la course par Nigel Mansell, alors que là nous avons Mika Hakkinen sur sa McLaren Peugeot qui était en 3e position, qui a dû observer une pénalité arrêtée et qui maintenant est 4e, et cela au profit de son équipier Martin Brundle qui du coup est devenu 3e. Le classement est donc le suivant: 1 Mansell, 2 Berger, 3 Brundle, 4 Hakkinen, 5 Barrichello, Panis est toujours 6e, Frenzen 7e, Blundell 8e, Alesi 9e, Fittipaldi 10e, Martini 11e, Alboreto 12e, Leto 13e, Lagorce 14e. Alors, pour nous ici à Adélaïde, dans le 67e tour de ce Grand Prix, il est environ 15h30. Et pour vous, à Paris, il est 6h du matin. Peut-être que des téléspectateurs sont venus nous rejoindre. Alors, je voudrais que Dominique Guimond leur remontre ce qui s'est passé à propos de l'attribution du titre mondial. Ça s'est passé comme cela entre Michael Schumacher et Damon Hill. Attention, les deux. Et bien voilà. Et on revient donc sur la course maintenant avec cette McLaren rouge et blanche, celle de Mika Hakkinen,
Alors qu'on peut penser aussi, Johnny, que Alesi aura peu de chances de marquer un point. Et malheureusement, Jean Alesi qui a fait une très très belle course, puisque lors du premier incident à son stand qu'il a retardé, il roulait dans le sillage de son équipier Gerhard Berger, mais malheureusement sa voiture est restée collée à son stand après, comme vous l'avez dit vous-même Jean-Louis tout à l'heure, avoir repris un contact très violent avec le sol une fois effectué son changement de pneumatique. Et l'arrêt suivant, le troisième arrêt de Jean Alesi, s'est également mal passé, si bien que Jean, qui était revenu en vue, disons, de Panis, qui occupe la 6e place sur la Ligier Renault, se retrouve maintenant 9e. Il est à un tour des deux leaders. Il roule à peu près à leur rythme, mais devant lui, Blundell, Frentzen et Panis se livrent une course formidable. Tous les trois, Panis réussit à maîtriser les efforts de Frentzen et de Blundell qui tient à distance, 10 secondes derrière lui environ. Et Jean Alesi aura beaucoup de mal à revenir sur ces trois gaillards. Alors, tout à l'heure, au micro de Pierre Van Vliet, Damon Hill a dit une phrase qui ne nous a pas échappé. On se reverra l'an prochain. Alain, sans trahir des secrets, est-ce que vous pensez que Damon a de bonnes chances de conduire pour Williams Renault en 1995 ? Écoutez, normalement, enfin, j'ai cru comprendre qu'il avait re-signé chez Williams Renault en 95, donc je vois pas aujourd'hui pourquoi il ne serait pas dans l'équipe l'année prochaine, à moins qu'on lui préfère par exemple Mansell et Coulthard. Mais je crois qu'il est quand même très très apprécié. Je dirais à moins parce que on a vu ces derniers temps qu'il y a eu des petits problèmes, des petites frictions entre Frank Williams et lui pour des raisons de salaire, pour des questions d'argent, sur lesquelles je ne rentrerai pas en considération. Tout ça, c'est des questions personnelles. C'est un peu dommage qu'on ait mis ça au grand jour juste la veille de la fin du championnat. Mais je crois quand même qu'il devrait être là. En tout cas, Damon est très motivé pour l'année prochaine. Il a certainement franchi un pas cette année, surtout je dirais même les deux dernières courses, car il a fait vraiment deux courses superbes, aussi bien au Japon qu'ici, et on peut comprendre malgré tout son amertume, parce que même s'il n'était pas bien placé en début de championnat, même s'il a eu 37 points de retard à un certain moment pendant l'été par rapport à Michael Schumacher, un pilote de course, il espère jusqu'au bout, il pense qu'il peut de toute façon être champion du monde jusqu'au bout. C'est ce qu'il a fait, et c'est vraiment tout à son honneur. Et de perdre de cette manière-là, bon, je m'imagine ce que ça a pu être pour lui dans son casque. Il s'est vu certainement champion du monde pendant 2 secondes, c'est-à-dire au moment où Schumacher a tapé le mur, jusqu'au moment où il s'est certainement rendu compte qu'il y avait un problème dans la direction, dans la suspension. Et c'est certainement très dur à accepter, même si l'on tient compte de tout ce qui s'est passé pendant la saison. Alors il s'est vu champion du monde pendant 2 secondes. Alain, c'est à la fois drôle et émouvant ce que vous venez de dire, alors que je crois qu'on va revoir les images de la caméra embarquée de cet accrochage entre Damon Hill et Michael Schumacher. Absolument, Jean-Louis. Voilà, Alain, je vous demande un commentaire. Là, on est à bord de la Williams. Voilà, Schumacher vient de faire l'erreur, il vient de taper, donc Damon essaye de passer à gauche, mais là, involontairement, je pense, Schumacher lui bloque la route. Il essaye de passer à droite, et à ce moment-là, c'est un peu juste, mais Schumacher resserre quand même, serre la porte très très violemment, et il manque de partir en tonneau. Et le choc s'est fait à une vitesse certainement très faible, qu'on peut estimer aux alentours de 80 km/h, mais avec un angle certainement important. La roue arrière gauche, la roue arrière droite de Schumacher est passée sur la roue avant gauche de Damon Hill, et ce qui lui a endommagé en même temps sa suspension. À vous, Jean-Louis et Johnny. Oui, c'était le phénomène de l'engrenage. Johnny, vous avez quelque chose à rajouter au portrait de Damon Hill? Je voudrais conforter ce qu'Alain a dit au sujet de Damon Hill en soulignant, Alain a souligné les très grande course que Damon Hill a fournie au Japon et aujourd'hui, en se battant d'égal à égal avec Schumacher. Mais il faudrait aussi ajouter que où Damon Hill a démontré une très très grosse force, c'est à Monza et à Estoril, où Schumacher était absent, il était suspendu, et dans ces 2 courses-là, Damon Hill n'avait pas le choix, son écurie l'avait mis pratiquement en demeure de gagner ces 2 Grands Prix en l'absence de Schumacher, pour refaire le retard que Williams Renault avait accusé sur Schumacher en début de saison. Eh bien, Damon Hill a répondu présent. Ça n'était pas forcément très très facile, je ne le crois pas. Et aussi bien à Monza qu'à Estoril, Damon Hill a signé 2 victoires qui disent que ce garçon a quand même la trempe d'un très grand champion.
Alors, puisque nous sommes sur Damon Hill, il faut aussi parler de Michael Schumacher et de cette équipe Benetton Ford. Pourquoi finalement, rappelez-nous ça, Johnny, pourquoi 12 Grands Prix pour Schumacher et pas 16 Grands Prix à bord de sa Benetton Ford? 12 Grands Prix, tout a commencé. Là, il y a une bagarre entre Frentzen et Berger, mais Frentzen a un tour de Berger et Berger lui fait signe. Laisse-moi passer, je joue ma chance contre Mansell qui vient de te prendre un tour au tour précédent. N'oublie pas que... Je pense que Berger pourrait écoper d'une pénalité lui aussi. Berger pardon, Frentzen, pardonnez-moi. Frentzen. Parce que ça fait 2 fois de suite et pendant ce temps-là, eh bien, du coup, Jean a recollé à Berger, mais il a un tour de retard, allez-y, sur l'Autrichien. Et là, Frentzen joue sa chance à mort parce que lui, Frentzen, il est talonné par Blundell. Et maintenant, allez-y d'ailleurs, Blundell n'est plus là. Et lui-même court après Panis pour la 6e place. Et là, il s'écarte. Il a jeté un coup d'œil dans son rétroviseur. Il a vu que il manque de peau. Jean, allez-y, va essayer d'en profiter lui aussi. Et c'est comme ça que ça se passe, et oui, on comprend pourquoi Frentzen a perdu une place. Johnny, on revient sur Michael Schumacher et Benetton Ford. Tout avait commencé à Silverstone lorsque les organisateurs du Grand Prix de Grande-Bretagne avaient pénalisé Schumacher pour une faute absolument insignifiante. Il lui avait collé 10 secondes de pénalité parce que Schumacher, 5 secondes de pénalité, parce que Schumacher avait dépassé pendant le tour de formation, c'est-à-dire avant que la course ne commence. C'est comme si on pénalisait un joueur de football au moment où les équipes sont dans le couloir des vestiaires. Vous tapez dans le ballon. Oui, il avait été pénalisé de 5 secondes pour avoir dépassé Damon Hill pendant le tour de formation. Alors, la sanction était très très sévère. 5 secondes, ça lui coûtait la victoire dans cette course alors qu'il était en bagarre avec Damon Hill pour la gagner. Mais alors, là où Schumacher, après, a effectué une faute beaucoup plus grave, c'est qu'il n'a pas obtempéré à l'ordre de s'arrêter. C'est-à-dire, c'est comme si un joueur de football, pour en rester à ce parallèle, restait sur le terrain alors qu'il a reçu carton rouge. Donc, Schumacher n'a pas obtempéré, sans doute, d'ailleurs, ne s'agit-il pas de sa propre initiative, mais d'une consigne que lui avait communiquée par radio son équipe. Et malheureusement, la sanction n'est pas tombée sur son équipe, elle est tombée sur lui. Donc, disqualifié à Silverstone et 2 Grands Prix de suspension qui ont été l'Italie et le Portugal. Mais à cela s'est ajouté sa disqualification au Grand Prix de Belgique. Et là, on trouve le 4e Grand Prix dont Schumacher a été privé cette année. En Belgique, qu'il avait gagné sur la piste. Sa voiture, sa Benetton, à l'arrivée, a été estimée non conforme au plan technique par les commissaires techniques parce qu'elle avait usé excessivement la jauge, la planche qui sert de jauge pour que les voitures ne roulent pas trop bas. C'est ainsi que la fédération a essayé de diminuer l'effet de sol qui donne trop de tenue de route au Formule 1 en imposant une jauge en bois. Voici Damon Hill qui raconte ses malheurs. Il est maintenant reposé, il n'a plus l'air déçu. Il s'est fait une raison, c'est un grand sportif, Damon Hill. Et comme il le disait tout à l'heure au micro de Pierre Van Vliet, on ne va pas essayer de polémiquer sur cette course qui a été une grande course. Rendez-vous l'année prochaine et il va jouer sa chance l'année prochaine contre Schumacher. Ce sera le duel entre 2 pilotes Renault en 95. Damon Hill qui va certainement rester chez Williams Renault et Schumacher qui conduira une Benetton Renault. En tout cas, dans tout cela, eh bien, c'est le sport qui a gagné, je crois, il faut le dire, entre Schumacher qui a accompli cet exploit et puis Damon Hill qui vient d'éteindre cette polémique. Après tout de même avoir pris un grand coup dans la figure, pour faire les choses comme elles sont, on perd le championnat du monde. You've got everything to lose. Il était plus marqué, quand on l'a vu à sa descente de voiture, il était physiquement beaucoup plus marqué que Schumacher. Schumacher est un très très grand athlète qui est très très fort à vélo, qui est très fort en football. Il a effectué un match de football récemment au cours du Grand Prix, la veille du Grand Prix d'Europe. Il a effectué un match de football. On n'a pas les temps. Nous n'avons pas le son de l'interview, alors c'est très compliqué pour nous de le traduire. C'est compliqué, on n'entend pas l'interview. Mais il a dû certainement redire, il a le sourire, il est détendu. Bon, pas de regret à avoir, on s'est bien battu, il est champion du monde, bravo pour lui. J'aurai ma revanche l'année prochaine et espérons que les 2 hommes nous fourniront l'année prochaine
la même bataille que celle qu'ils nous ont offert en cette fin de saison 94. Et pendant ce temps-là, nous sommes dans le 75e des 81 tours de ce Grand Prix d'Australie. Et Nigel Mansell, sous vos yeux, prend une option de plus en plus solide sur la victoire. Et sincèrement, Johnny, si Mansell emporte ce Grand Prix, il fait lui aussi une très belle performance après les États-Unis. C'est un exploit. Mansell qui a effectué son retour en Formule 1 après 2 saisons d'exil aux États-Unis. Il était parti, il avait claqué la porte en quittant l'écurie Williams à la fin de 1992. Il avait été sacré champion du monde. Et puis, de basses discussions d'intérêt l'avaient opposé à son écurie Williams. Finalement, celle-ci avait voulu réduire les émoluments qui lui avaient été promis précédemment lorsque Senna s'était offert pour piloter la Williams. Mansell avait pris la chose comme une vexation et il avait préféré partir courir aux États-Unis. Aux États-Unis où en 1993 il a accompli des prouesses. Il a été champion des États-Unis en Formule IndyCar. Mais cette année, ça s'est moins bien passé pour lui. Le charme était rompu. Ça s'est mal passé entre lui et entre son équipier Mario Andretti, entre lui et son équipe Newman, l'acteur de cinéma Paul Newman, Haas. Et il est revenu avec succès à la Formule 1, rappelé par l'écurie Williams. Et le voici maintenant qui est en passe de remporter le Grand Prix d'Australie. On est à 6 tours de l'arrivée. Il est en tête. Il maîtrise apparemment les efforts qu'effectue Gerhard Berger pour revenir sur sa Williams Renault. Alors que ici, les photographes en face de notre cabine sont en train d'envahir la piste parce qu'ils sentent que le podium n'est pas loin. Ce podium, il est simple. Il est pour l'instant composé de la plus haute marche de Mansell, la deuxième marche de Berger et la troisième marche de Brundle, soit une Williams Renault, une Ferrari et une McLaren Peugeot. Les Benetton Ford sont étrangement absentes, elles qui ont vraiment dominé la saison, puisque leur pilote numéro 1 est Michael Schumacher et qu'il est champion du monde, mais vous le savez, Herbert a rapidement abandonné, et puis Michael Schumacher, vous avez vu et revu ce qu'il est advenu de sa course et puis de son titre mondial. Les derniers kilomètres de ce Grand Prix d'Australie avec Mansell qui attaque ici le 77e tour. Il en reste 5 à parcourir pour aller jusqu'au bout. Mansell qui livre ici son 185e Grand Prix. C'est pratiquement le vétéran derrière Alboreto. Mansell qui est titulaire de 30 victoires en Formule 1. Ça ferait 31 s'il gagnait. Un titre de champion du monde, on le sait, en 1992. Et justement, sa dernière victoire en Formule 1 remonte au Grand Prix du Portugal 92. 31 victoires pour Mansell s'il franchit en vainqueur la ligne d'arrivée de ce Grand Prix d'Australie. 41 victoires pour Senna, 51 victoires pour Prost. Les 3 grands pilotes de la dernière décennie sont là groupés. Ce sont les recordmen de l'histoire du championnat du monde de Formule 1. Prost 51 victoires, Senna 41 victoires et Mansell, croisons les doigts pour lui, cela fera 31 victoires. Oui, Johnny, je suis avec Flavio Briatore, à défaut de Michael Schumacher. Non, très bien, très bien. Oui, alors Flavio, champion du monde quand même, Michael, il le mérite certainement, mais vous auriez peut-être préféré une plus belle dernière course, une plus belle sortie. Mais tu sais, on a gagné le championnat, la dernière course, c'était un roulette ici, hein, c'était comme aller jouer à le casino. Hein, et je pense qu'on a gagné, pour moi on a gagné. Michael il avait 12 courses et les autres il avait 16. On a gagné et c'est ça le plus important. Sûrement c'était mieux finir la course et avoir Michael avant qui gagnait comme ça, mais tu sais, c'était un championnat pour nous très 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 difficile et dans un moment on pensait aussi que jamais on peut gagner cette année. Mais un gros accident. Tu sais, on était considérés toujours des commerçants de tricot et gagner le championnat pour nous c'était un honneur et je suis très content pour tout le team et pour tout le public, aussi le public français qui était très 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 voisin à nous et je remercie tout le monde qui l'a cru en Benetton. Vous avez parlé avec Michael, Flavio, comment est-ce que vous avez expliqué l'incident qu'il a éliminé? Avec Michael on a pleuré 2 minutes ensemble, on va pas parler d'accident, on parle la prochaine semaine de l'accident, c'est pas un problème pour nous l'accident.
l'impression qu'il y a un accident maintenant. Là. Oui, on l'a vu. Flavio Merci, Briatore. Flavio, est-ce que vous m'entendez? Pierre, est-ce qu'il peut nous entendre? Oui, il va vous entendre. On lui passe le casque. Voilà, il vous entend. Flavio, en direct sur TF1. Dites-nous, quand est-ce qu'on verra les premiers essais de la Benetton Renault? Mais tu dois demander à Renault quand il est prêt avec le moteur. Bon. Non, moi je pense que le prochain an avec Renault, la combinaison Benetton-Renault c'était fantastique et sûrement le team à battre. Merci Flavio, et on revient donc sur ce magistral carton de Mika Häkkinen. Oui, qui a bloqué les roues au freinage au bout de la ligne droite, les roues arrière. Il a bloqué ses roues, on le voit très très bien là, donc il perd le contrôle de la voiture, qui part en tête à queue, qui tape de l'arrière dans le mur à l'extérieur, puis de l'avant, et qui s'engouffre en perdition dans l'échappatoire. Et c'est l'abandon irrémédiable pour le Finlandais, ce qui ne laisse plus qu'une McLaren Peugeot dans les 6 premiers. Voici la McLaren et que Häkkinen me fait mentir. Jean Alesi est dans les points, il est 6e, 1 Mansell, 2 Berger, 3 Brundle, 4 Barrichello, 5 Panis, 6 Alesi à 3 tours de l'arrivée. Alors que Mansell s'apprête à prendre un tour d'avance à une Ligier Renault. C'est peut-être Panis qui possède 4 secondes, 3 dixièmes d'avance sur Jean Alesi. Et ils sont... Et il reste tous sur un Oui, tous pratiquement roue dans roue, ça fera 2 tours. Au passage de la ligne. Voilà, le passage de la ligne. Dommage pour Häkkinen. Et l'accident était très spectaculaire. Un accident qui rappelle un petit peu, il s'est passé au même endroit, dans le même virage, au même freinage, là où Mansell, en 1986, avait été victime de ce très spectaculaire éclatement de pneus qui l'avait mis out pour le titre et qui avait permis, qui avait aidé Prost. Il n'y avait pas permis à Prost parce que Prost était revenu dans les roues de Mansell à cette époque, qui avait aidé Prost à conquérir son 2e titre de champion du monde. Il lui en restait 2 à conquérir dans les années suivantes. Alors que Mansell est toujours en tête, mais que Berger est dans le sillage loin de Panis. Et si Panis lui cède la route, comme Frentzen l'a fait tout à l'heure pour Berger, on va voir si Jean Alesi saute dans la route de Berger pour lui aussi passer devant Panis, auquel cas il lui ravirait la 5e place. Actuellement, Panis, que l'on voit devant la Ferrari de Berger, est 5e, et il possédait au dernier passage devant nous 1 seconde 5 d'avance seulement sur Alesi. On les voit, alors on voit Panis vérifier dans son rétroviseur que la Ferrari ne se passe pas à sa hauteur. Dommage que le caméraman n'est pas suivi et panoramiqué, mais Panis a gardé l'avantage, donc il reste devant les 2 Ferrari. Prudemment, il vaut mieux ne pas laisser passer Berger de façon à ce que Alesi ne profite pas du passage à son tour et que Panis conserve sa 5e place. En tout cas, c'est le calcul que fait Olivier et il a bien raison, bien sûr. Alors le N que vous voyez sur le volant de Jean Alesi, c'est N pour neutre, c'est-à-dire que ça met la boîte de vitesse à sélection semi-automatique de la Ferrari au point mort. Mansell on est entré dans le dernier tour. Et le voici, le grand Britannique qui nous vient des États-Unis avec son 185e Grand Prix et peut-être au bout de quoi 3 km, même pas, une 31e victoire en Formule 1, un retour par conséquent flamboyant après celui du Japon, il faut le dire, où il avait fourni une course extraordinaire face à Jean Alesi, Nigel Mansell, et ce sera après cette 73e pole position de l'écurie Williams, peut-être la 78e victoire de l'écurie animée du moteur français, ce Vélis Renault, dont on peut dire qu'il a été un élément déterminant dans tout ce championnat du monde 1994, bien que Ford n'ait pas non plus démérité avec ce joli petit Zetec extrêmement compact qui a permis de faire une toute petite voiture très agile et très maniable. Mansell dans les derniers mètres. Il rétrograde ici en 2e pour la dernière fois. Il y a 2 secondes et 7 dixièmes d'avance sur Berger. Et voilà, et c'est fini. Williams, Renault et Mansell, vainqueurs de ce Grand Prix. 2e, Gerhard Berger. Et pour les Français, Panis est 5e et Alesi est 6e. Les voilà tous tour à tour. Johnny. Ce qui donne au championnat du monde des conducteurs, donc pas de surprise, Schumacher garde ses 92 points, Damon Hill ses 91 points qu'ils avaient avant le départ de ce Grand Prix d'Australie. Ils sont donc 1er et 2e du championnat du monde. Berger avec sa 2e place conforte sa 3e place au championnat, il a 41 points et Mansell fait un bond en avant, il marque 10 points. En revanche, c'est Williams Renault qui accentue son avance sur Benetton Ford au championnat des constructeurs, puisque Williams Renault est couronné
avec 15 points d'avance sur Benetton Ford. Le classement du Grand Prix d'Australie, ici à Adelaide: 1 Mansell, 2 Berger, 3 Brundle, 4 Barrichello, 5 Panis, 6 Alesi, 7 Frenzen, 8 Fittipaldi, 9 Martini, 10 Leto, 11 Lagorce et 12 Hakkinen qui n'a pas terminé la course. On se retrouve tout de suite pour la cérémonie du podium et puis l'analyse de la course avec Alain Prost. Ce Grand Prix à émotion nous avait vraiment fait vibrer comme prévu. Là, on aurait préféré quand même que ça se joue jusqu'au bout, mais finalement l'éthique sportive est respectée d'après vous? Oui, c'est vrai que la morale de cette saison est respectée. Schumacher champion du monde, Williams Renault champion du monde constructeur pour la 3e année consécutive, donc c'était le but en tout cas avoué de cette équipe après le décès tragique d'Ayrton Senna. C'est vrai que peut-être le seul vrai malheureux aujourd'hui, c'est Damon Hill qui a quand même fait une saison fantastique avec des hauts et des bas. Et puis il est arrivé au dernier Grand Prix avec un point de retard. Et sur ce qu'on a vu aujourd'hui, en tout cas sur les 35 tours qu'on a vus, il était en mesure vraiment peut-être de remporter cette course et en tout cas champion du monde. C'est Schumacher qui fait la faute et il n'en profite pas. Et c'est certainement peut-être un souvenir qui restera gravé dans sa mémoire toute sa vie, toute sa carrière. Peut-être qu'il n'aura plus une aussi bonne occasion de remporter un titre et c'est certainement l'homme le plus déçu. Sinon je crois que tout le monde est relativement satisfait que Schumacher ait gagné ce titre dans la mesure où il le mérite amplement sur ce qu'a dit Fabio Briatore tout à l'heure, 12 courses sur 16 seulement, alors que les autres avec 4 courses de plus n'ont pas réussi à le détrôner. Voilà, là maintenant les pilotes sont sur le podium, il y a votre ami Nigel Mansell, je vous propose de vivre ce podium. Voilà Nigel. Ah, tu me dis une minute. Du Mans, mon vieux. Le podium qui est, on voit les Anglais qui sont enthousiastes. Voilà les hymnes. Très content, Nigel Mansell, on le comprend. Alain l'a souligné, c'est un exploit, 2 ans sans être en Formule 1 et remporter de nouveau une victoire après avoir signé la pole. Alors on va reparler, mais je vous propose peut-être que l'on revive avec Laurent Corric qui a suivi ça de très près, ce Grand Prix qui a quand même été très riche en rebondissements. Donc résumé de la course avec Laurent Corric. Dernier départ de la saison et Nigel Mansell, auteur du meilleur temps des essais, se rate un peu et c'est Schumacher qui prend la tête dès les premiers mètres devant Hill, Mansell et Hakkinen, lancé pour un peu plus de 300 km pour désigner le champion du monde. Avec tout de suite une erreur de Mansell qui sort un peu large et qui revient en piste en 5e position. Après 10 tours, voici donc le classement. En tête Schumacher, devant Hill, un peu plus loin Hakkinen, Barrichello, Mansell et Alesi. La première sortie de route de ce Grand Prix est pour Blundell sur la Tyrrell Yamaha, mais Blundell parvient à repartir. Et le premier abandon est pour le coéquipier de Schumacher, Johnny Herbert passe par les stands, mais n'en repartira pas. Premier ravitaillement des leaders avec Schumacher et Hill qui rentrent ensemble au stand, 7 secondes 4 pour changer les pneus et faire le plein, et tous deux repartent dans le même ordre. Tête à queue et sortie de route pour Jean Alesi, mais heureusement le Français contrôle bien et peut repartir, il est alors 6e. Et puis peu avant la mi-course, coup de théâtre avec Schumacher qui sort et qui tape légèrement le mur avant de poursuivre sa route et de revenir sur la piste juste devant Hill qui tente de profiter de l'incident pour passer à l'intérieur. Les deux voitures se touchent et Schumacher encastre sa Benetton dans les pneus tandis que Hill reste en course. On revoit ici l'action ralentie avec la caméra embarquée dans la Williams Renault. Hill qui essaye de passer à l'intérieur mais le choc est inévitable et Schumacher
abandonne. On pense alors que c'est Damon Hill qui va devenir champion du monde, mais l'Anglais rentre au stand avec un pneu crevé et surtout une voiture bien abîmée. Triangle de direction sérieusement touché, Hill doit lui aussi abandonner. C'est donc Michael Schumacher qui devient champion du monde. Une nouvelle qu'il apprend à l'autre bout du circuit par un commissaire de course. La joie et l'émotion de Schumacher qui contraste bien sûr avec la tristesse et la déception de Damon Hill qui finit donc second au championnat. Pendant ce temps, Berger a pris le commandement devant Mansell, mais l'Autrichien commet une erreur à 15 tours de l'arrivée et Mansell prend donc la tête de la course. À 3 tours de la fin, sortie de route spectaculaire pour Mika Hakkinen qui part en tête à queue alors qu'il était 4e. Et puis, après 81 tours, Nigel Mansell passe la ligne d'arrivée en tête. C'est la 31e victoire de sa carrière. 2e, Berger. 3e, Brundle. 4e, Barrichello. Les deux Français, Panis et Alesi, terminent respectivement 5e et 6e. Merci Laurent, et on voit qu'à Adélaïde, la foule a envahi la piste complètement. Hein. C'est ambiance bol d'or, Laurent Corric. Ils sont tous au milieu de la piste. Pour le moment, je pense que les pilotes sont vers la salle d'interview. Si nous pouvons avoir Schumacher, nous l'aurons. Je crois que Pierre Van Vliet a un invité. On va vous demander brièvement, Pierre, parce qu'on n'a pas d'image de votre invité. Oui, dans la foule avec Patrick Faure et Bernard Dudot, les champions du monde, eux aussi bien sûr, puisque Williams Renault remporte le championnat des constructeurs dans des circonstances un peu particulières, Patrick Faure, mais quand même avec la victoire de Mansell aujourd'hui. Pierre, je vous interromps une seconde, il y a Nigel Mansell et Schumacher et les vainqueurs qui sont en salle. Alors, I mean, he brought the championship alive. He won those races, which he had to, and I don't know the outcome of it. Obviously, he's lost the championship, but I tell you what, I'm for one very proud, and the whole country should be. Très fier d'avoir gagné. Well, you certainly proved a point yourself this afternoon, and with this victory, you surely indicate your desire to be back in Formula One full time. How were the experiences today, and also perhaps a thought for the future? Well, I mean, I think Gerhard summed it up on the podium, but I can't repeat it. Sur le podium. Je dirais juste. J'ai été avec vous en tête pendant un nombre d'années extraordinaires. Getting back to the race for a second. Retour à la course, s'il vous plaît, messieurs. Ça a été une grande victoire pour votre écurie. Oui, bien sûr, l'écurie a été déçue par l'accrochage de Damon Hill. Et il faut quand même féliciter ici Michael qui est là, le champion du monde. Bravo, Michael. Et voilà. Michael. World champion. Vous êtes champion du monde. Le premier champion du monde allemand de l'histoire. But I'm sure that there are a lot of people, including yourself, who would not have wished to have seen the championship decided in this way. Vous êtes sûr, vous êtes déçu que le championnat du monde soit décidé ainsi. C'était une grande bataille. Et c'est la course. Je dois le dire. Nous avons fait du bon travail tous. Really, I would say thrilling for you at the outside. Ça a été un peu fou vu de l'extérieur. I have to say, je dois dire. I did make some comments this year that about J'ai fait Damon, quelques commentaires cette année à propos de Damon. Mais certains ont mal compris, mais je dois admettre que j'avais tout faux. Notamment dans les deux dernières courses qui se sont déroulées. Et il a fait du très très grand travail, très haut niveau. Je veux lui dire que je suis désolé pour ça, pour tout ça. Et je voudrais le féliciter. Néanmoins, gagner le championnat du monde, il faut bien le dire. Je me suis vraiment battu cette année. J'étais absent pendant 2 courses. J'ai amassé beaucoup de points, j'en ai perdu beaucoup aussi. Et c'était très difficile de devenir champion. C'est un rêve. C'est un rêve de se retrouver là. Une émotion terrible en moi. Mansell a parlé de ça même. Je ne sais pas, j'arrive pas à vous le dire, c'est en moi. Je n'arrive pas à l'exprimer. Je dois vraiment vous dire
On a tous fait du bon travail cette année, mon équipe notamment. Rien ne nous a été épargné, tout a été de plus en plus difficile. Oui, vraiment on a fait du bon travail. J'ai des choses à dire spécialement. Cette saison a été commencé pas mal au Brésil. C'était une bonne course. Et après, ce qui est arrivé à Imola a été simplement... J'ai parlé de cauchemar, mais c'est autre chose encore, de pire pour nous. Dans ce combat particulier, après ce qu'il y a eu à Monte Carlo, pour moi, il a toujours été clair qu'il fallait qu'on gagne le championnat du monde. J'aimerais prendre ce championnat puis lui offrir. Il était le meilleur pilote du monde. Voilà ce que je ressens. Je n'arrive pas à exprimer, montrer exactement tous mes sentiments, mais on a toujours été proche de lui. Tout ce qu'on a fait, et je lui offre, naturellement. Michael Schumacher parle de Senna, n'est-ce pas, Johnny? Il a dédié cette victoire au championnat du monde à celui qu'il considère comme le plus grand pilote. Voilà, merci Johnny, merci Jean-Louis. Bien joué. C'était très très émouvant effectivement de voir Michael Schumacher. Je pense qu'Alain, le premier qui avait vécu avec Senna aussi des derniers moments qui l'ont touché, je pense est sensible à cela. Oui, bien sûr, surtout qu'un pilote comme lui qui est champion du monde l'année où Senna se tue ne peut que penser à lui. On pense tous à lui en cette fin d'année parce qu'il s'est passé tellement de choses sur le plan sportif cette année. C'est bien d'arriver à la fin du championnat en pensant voilà, 2 pilotes peuvent gagner le championnat, on pense au sport, mais c'est vrai qu'il faut jamais oublier la tragédie d'Imola, de Rosenberger et bien sûr de Senna qui était plus connu médiatiquement. C'est très bien ce que vient de faire Schumacher de lui dédier son titre dans la mesure où il aurait certainement eu plus de problèmes je pense par rapport à Senna, dans la mesure où Ayrton avait beaucoup plus d'expérience que Damon Hill. Mais il faut rien enlever non plus à son titre, il l'a mérité, c'est pas bien entendu de sa faute, mais c'est bien d'y penser. Merci Alain pour ce témoignage, évidemment nous n'oublierons jamais Ayrton, nous lui dédions aussi cette dernière émission de la saison. L'année prochaine, on va sans doute vivre quelque chose de passionnant. On aura l'occasion d'en reparler sur TF1. Mais pour les amateurs, ceux qui auraient raté le début, je vous conseille vraiment de regarder Automoto à 10h20. Vous verrez, je vous dis pas ce qui s'est passé si vous venez de vous réveiller. Ce Grand Prix était très chaud. À plus tard, dans Automoto, n'oubliez pas.